Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là, un peu plus tardivement que prévu. On devait être à 19h, mais la poésie s'accorde très bien avec l'ombre, donc c'est parfait. Alors on va essayer quand même de respecter un timing, puisque on commence là à 20h37, 38. On va essayer de terminer avant 22h, bien entendu, pour faire un peu la Java. Alors comme je sais qu'il y a des jeunes gens dans la salle, on va quand même présenter très vite Java, donc une revue lancée par un trio fondateur en 1989, qui a duré, alors on me dit mais pourquoi ça s'est terminé? Bah oui, mais bon, toute aventure a une fin. Donc ça s'est terminé en 2006, il y a eu quelques soirées plus tard, mais disons que ça s'est terminé en 2006. Alors nous aurons ce soir un des trois fondateurs. On rendra hommage à Jacques Sivan, et puis qui nous a quittés en 2016. Ensuite, évidemment, il y aura Vanina Mastri qui malheureusement donc, est souffrante ce soir. Et on aura Jean-Michel Espitalier qui est là. Donc ce sont les trois fondateurs. Alors dans la salle, il y a d'autres auteurs qui ont connu l'aventure de Java. Olivier Cadio, je crois qu'il est là ce soir. Daniel Posner, Antoine Dufeu, j'en oublie certainement. Donc voilà, on va essayer de respecter les différents temps. Que va vous présenter Anne-Christine. Différents temps. Alors priorité d'abord évidemment aux interventions. Il y aura différents temps avec des lectures et de l'audio. On n'a pas lancé la musique de la Java parce qu'on s'est dit qu'on n'est pas nostalgique et qu'il y a un devenir Java et que donc Java voit toujours plus loin et on va dire que l'esprit Java est encore là, donc on n'est pas nostalgique du tout. Bonsoir. Alors, avant de commencer cette soirée, je vais quand même vous donner quelques informations sur son déroulement. Donc, comme l'a dit Fabrice, Vanina Maestri, hélas, ne peut pas être parmi nous. Donc, je me chargerai d'abord de la lecture du texte qu'elle a donné en guise de préface à l'anthologie Java. Ensuite, je laisserai la parole à Yves Dimano, donc poète, éditeur, traducteur, et notamment traducteur des Techniciens du Sacré, qui est l'anthologie d'ethnopoésie de Jérôme Rothenberg, qu'il a traduit et dont il avait présenté des extraits dans le numéro 18-19 de Java en 1999. Après ce premier moment de lecture, nous regarderons une vidéo qui s'intitule « Déclaration de politique générale ». Elle date de 2001. C'est un texte de Christophe Marchand-Kiss, lu par lui-même et filmé par Natacha Nizik. Enfin, on aura un dernier temps de lecture avec tout d'abord Anne-Jem Chaton, poète, plasticien, bricoleur sonore à sa façon, et qui est intervenu dans Java, non seulement pour la soirée des 10 ans de la revue, qui a été donnée au printemps 99 sous le tipi du Centre Pompidou, et qui a également publié dans l'avant-dernier numéro de Java, qui était consacré au travail de l'espace et au rapport entre écriture et musique. Il nous lira quelques événements qui sont des dispositifs textuels et sonores qu'il pratique depuis le début des années 2000. Et pour clore le cycle de lecture, nous écouterons Jean-Michel Espitalier, donc c'est le bricoleur en chef de Java, spécialiste en pièces détachées et autres caisses à outils, et il nous lira De la célébrité, qui est un texte qui date de 2012. Suite à cela, nous ouvrirons une table ronde où nous poserons, Fabrice et moi-même, quelques questions aux principaux fondateurs et participants qui ont accepté de venir ici. Et puis, nous laisserons aussi la parole au public pour que vous puissiez poser vous-même vos propres questions. Et on terminera cette soirée par un audio qu'on présentera au moment voulu. C'est une surprise. Donc, je vais commencer par vous lire le texte de Vanina Maestri qui s'intitule « La revue ». Ce que nous appelions l'avant-garde, ce qui n'existe plus aujourd'hui, parce que nous voulions inscrire une nouvelle ère,
en sachant bien sûr qu'elle ne serait pas totalement nouvelle, mais qu'elle s'appuierait nécessairement sur les textes du passé. Celui de Dada, de Duchamp, de Roussel, des deux Roches. Et aussi sur tout texte qu'il suffirait de détourner, de contourner, de mettre tête bêche. Sur tout texte qui ne serait ni descriptif, ni narratif, ni discursif, ni dialectique, ou alors pour mieux les interroger tous, pour mieux faire fonctionner ces petites machines poétiques que nous mettions en place, pour jouer avec. Il suffisait de presque rien, car l'avant-garde n'est pas une discontinuité, une rupture qui nierait les textes passés. Comment cela serait-il possible ? Par contre, ce qui est possible est infini. Les formes passées et compassées ou formatées sont toujours réécrites par les poètes et poétesses. Nous réécrivons sans cesse, et de ces formes textes, on peut tirer des lignes de fuite qui constituent un nouveau corpus. Installer des textes qui se situeraient dans un espace nouveau, décadré, avec des perspectives particulières à déchiffrer. Des textes nus, hors l'ordre. Un ensemble, une construction, un montage de documents, égale une revue. D'un réel à préciser car composite, va advenir un libre échafaudage, une architecture poétique nouvelle. Même si cet échafaudage semble fragile, cela signifie que la construction est libre, non entravée par un formatage strict et clos sur lui-même. Une écriture sur le fil, loin de la pauvreté des textes non dérangeants et si ordinaires. Ces textes tristes que nous lisions encore, nous voulions les réenchanter. La production d'IA, par exemple, est pauvre et conforte le pire, c'est-à-dire la banalité. Ces clichés nous font rire, cependant. Notre seul réconfort est qu'ils nous permettent le détournement, le torpillage. L'analyse active des structures textuelles et narratives nous a permis de continuer notre travail. Installer avec nos machines manifestes nos constructions un peu aléatoires et folles, parce que non autoritaires ni formatées. Ces lectures performées dans la continuité de l'écrit à l'oral expriment et baladent des images textes, permettent de donner la parole au réel, aux choses, aux mots. Elles dévoilent et approfondissent la revue. Librairie, marché, café, rue, une utopie en action. Cette revendication poétique est bien dans la continuité d'une attitude, d'un mode opératoire qui définit la poésie. Aller droit devant, en déchiffrage. En étant sensible à tout ce qui nous entoure, les fictions, les faits divers, la politique, les histoires, la publicité, la grammaire, les images. Utiliser tous les moyens possibles pour nos textes installations. Nos textes avec la revue comme laboratoire. Des textes libres. Un manifeste poétique, cela permet d'avancer. On se donne des ordres, des indications, des impulsions, pourquoi pas. Et après, ça avance tout seul, en suivant sa propre histoire, un imaginaire. Voilà pourquoi les textes de Java sont différents, mais d'une même origine familiale, le refus de se plier aux normes académiques. C'est en cela qu'ils furent pendant 15 ans une image vivante et kaléidoscopique de nos pensées d'être là, au présent, avec une volonté d'invention littéraire authentique et constante, une exploration du réel et des objets. Ponge. Qu'est-ce que cela peut signifier de rendre compte et installer sur la page, sans retenue, une réalité unique sans concession et en frôlant parfois le ridicule? Tout cela ne peut se mettre en place que dans la proximité d'une revue. Les textes confrontés se complètent, forment un manifeste poétique contradictoire, mais au fond cohérent. Cohérent et multiple. Ils forment un tout. Ils définissent bien sûr une époque. C'était un moment, une histoire.
avec des gens dont certains sont partis ailleurs, mais ils existent. Donc je vais vous lire un passage de ce dossier qui était un dossier préparatoire à la traduction complète que j'ai faite un peu après du gros livre de Jérôme Rothenberg, Les techniciens du sacré. Et ce texte raconte est un récit d'un chaman, le mot est peut-être pas tout à fait approprié, mais des Inuits du Canada. C'est un récit comment Isaac Tens est devenu chaman. C'est lui qui parle. Ces choses advinrent 30 ans après ma naissance. Je m'étais rendu dans les collines pour aller chercher du bois. Alors que je débitais les branches, l'obscurité s'étendit. Avant que j'aie terminé mon dernier fagot, un bruit violent éclata au-dessus de moi. Chut, et un énorme hibou m'apparut. Le hibou s'empara de moi, me saisit par le crâne et tenta de me soulever. Je perdis connaissance. Lorsque je repris conscience, je m'aperçus que j'étais étendu dans la neige, mon visage était couvert de glace et du sang s'écoulait de ma bouche. Je me relevai et rejoignis le sentier en marchant rapidement, quelques fagots de bois sur le dos. En chemin, il me sembla que les arbres tremblaient et se courbaient dans ma direction. Les grands arbres rampaient derrière moi comme des serpents, je les distinguais parfaitement. Revenu dans la maison de mon père, je tombais dans une sorte de transe. 2 chamans s'activaient autour de moi afin que je retrouve mes esprits. Quand je me réveillai et ouvris les yeux, j'eus l'impression que mon visage était entièrement couvert de mouches. Je baissai les yeux et au lieu de me retrouver sur la terre ferme, je sentis que je flottais dans des remous. Mon cœur battait très fort. Une autre fois, je m'étais rendu dans ma zone de chasse de l'autre côté de la rivière. Je capturais 2 loutres dans mes pièges et les dépeçais, abandonnant leur chair et leurs os. Poursuivant ma route, je cherchais la tanière d'un ours au milieu des grands arbres. Levant les yeux, j'aperçus un hibou au sommet d'un cèdre. Je l'abattis et il tomba dans les buissons tout près de moi. Lorsque j'allais le ramasser, il avait disparu. Il n'y avait pas une seule plume, cela me parut très étrange. Je redescendis jusqu'à la rivière, traversai la glace et repris la direction du village. Au moment où j'arrivais à l'endroit où je pêche, j'entendis la rumeur d'une foule autour de la maison du feu, comme si des gens m'avaient chassé, poursuivi. Je ne me donnais pas la peine de regarder derrière moi pour savoir de quoi il s'agissait, mais continuais ma route en hâtant le pas. Les voix me suivirent et se rapprochèrent à me frôler. Je fis alors volte-face et regardai derrière moi. Il n'y avait personne en vue, uniquement des arbres. Une transe s'empara encore de moi et je m'écroulais, inconscient. Quand je revins à moi, ma tête était enfouie dans la neige, sur la berge. Je me relevai et marchais sur la glace en remontant la rivière jusqu'au village. Là, je rencontrai mon père qui venait de partir à ma recherche car il s'inquiétait à mon sujet. Nous regagnâmes ensemble ma maison. Là, mon cœur se mit à battre très fort et je fus pris de tremblements, comme cela m'était déjà arrivé lorsque les chamans essayaient de me ranimer. Ma chair semblait en ébullition et j'entendais « Souh !» Tout mon corps frissonnait. Sans quitter cet état, je me mis à chanter. Un chant sortait de moi sans que je sois en mesure de l'arrêter. Beaucoup de choses m'apparaissaient à présent, d'immenses oiseaux et d'autres animaux. J'étais le seul à les voir, nul autre ne les voyait dans ma maison. De telles visions surviennent quand un homme est sur le point de devenir chaman, elles se manifestent de leur propre chef. Les chants sortent d'eux-mêmes intégralement sans qu'on intervienne le moins du monde dans leur composition. Mais j'ai appris ces chants par cœur et les ai retenus en les répétant. Premier chant. Mort du saumon, ma mort, mais la ville y prend vie. Le saumon flotte dans le canyon. Fantôme dans la ville, sous moi, ce rouge gorge la femme avec qui je vole. Second chant.
de la boue jusqu'aux genoux, un lac où le crustacé me tient, me tranche les chevilles dans la mort. Troisième chant, un bateau, le bateau d'un étranger, un canoë et moi dedans, un étranger dedans. Il flotte le long des arbres, le long de l'eau va se précipiter dans les remous. Quatrième chant et vision, des abeilles piquaient mon corps, ou des fantômes d'abeilles géantes, et la vieille femme me faisait travailler jusqu'à ce que je grandisse. J'entendais en rêve dans sa tête. En élisant M. Jacques Chirac, Françaises et Français ont ex, espérance d'un nouveau pacte répu, nous au sein de la communauté, part entière, le cours naturel des sens, il favorise trop souvent les, une volonté tenace peut l'infléchir, républicain lui-même et les valeurs, j'ont tous, j'en suis sûr qu'elle, France. 2. Tenace, la volonté des puissants, fondent nos différences, légitimes, les favorise, un pacte, espérance d'un nouveau, j'en suis sûr, partageons entre nous, quelles que soient les valeurs, briment les Françaises et les Français, trop de communautés nationales, infléchir, toujours, de citoyens et de républiques, tous, c'est nous, chacun à sa place, les petits, cours naturels, le lien républicain, en y lisant il et lui, le même, président d'une seule volonté, l'espérance va dans ce sens, les choses acquises, part entière, le, la, les l'ont exprimé, souvent, au sein du pacte républicain, cette grande, qui n'a pas donne, peut une, M. Chirac, ont. 3. Je pense à l'égalité des chances, la lutte contre les privilèges, et de l'effort personnel qui est, pense à l'esprit de solidarité qui, tolérance au respect des droits de, risme et à toute forme de racisme, éloignement éloigné du mépris de. Car toute lutte, récompense de l'effort personnel, menons-les, au nom de je pense, contre l'égalité des chances, je pense mérite, respect des privilèges, également, esprit d'égoïsme et de sectarisme, mépris de l'autre, s'oppose à l'irresponsabilité de la tolérance, laquelle, la solidarité, qui est, droits de l'homme, qui sont, éloignés du, à perte de l'identité, le racisme est antidote, pourchasse genou, forme de patriotisme qui, et je pense, à la o, à la o, elle, je pense au, pense de. 5. Toutes ces valeurs sont au cœur, vivre ensemble dans la fraternité, chez et nous devenons inquiets, or la menace aujourd'hui est. 6. Son fraternité et partage, le fait républicain, au cœur du pacte, toutes ces valeurs quand, sommes inquiets, le vivre ensemble, nous sentons menacés, nous, aujourd'hui, nous, attachés à la grande menace qui est dans le et là, or devenons. 7. Plusieurs millions de Françaises, prenantes du pacte républicain, restent du corps social, plusieurs, si on compromet l'équilibre de, gnostiques,
qu'hallucinement établi, l'exclusion sous sa forme actuelle, breuse et complexe, mais la plus, mage de masse qui gangrène le équilibre économique et finant, du pacte républicain passe par une, chômage. 8. Leur masse, gangrène, contre le pacte républicain, le renouveau des équilibres économiques, financiers, parties séparées du reste, chômage, évidence décisive, l'équilibre compromet l'exclusion, la mobilisation compromet le diagnostic, notre société compromet plusieurs millions, lucidement, chômage et exclusion, corps social établi, de Françaises et de Français qui, et pourquoi, raison générale, mais complexe. Bonsoir. Alors, quand Jean-Michel m'a convié à prendre part à cette soirée, il m'a demandé expressément de lire les événements. Ce qui m'arrange parce que c'est mon tube. On sait quand même notamment depuis Bernard Haitink et son Redoute, qu'il y a des tubes en poésie. Donc je vais vous lire 3 extraits des événements. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous attendez quand même pas Like a Virgin ou Petite, hein, c'est toute proportion gardée. Jeudi 22 janvier 2009, événement numéro 20. Un ticket point de Nantes sur de normal 44 000 Nantes, 22 01 2009, 11h42, 22 C3, 12 19 156 C3. Vous avez desservi par Johan Caissier 55. Investiture de Barack Obama. 34, incroissant, indice au total brut, indice au total net, TTC à régler, indice heure à emporter, un article TX TVA, MT, HT, MT, TVA. Investiture de Barack Obama. MT, TTC 5,50%, 1,04, 0,006, indice heure, espèce, indice heure, bon appétit, SA, Odenko, SO, RCSB 43, 1,93. Investiture de Barack Obama. 47,5 Paris, un paquet de cigarettes classique, Chesterfield, les fumeurs meurent prématurément, les mineurs ne doivent pas fumer, mais under authority of Philip Morris, product SA, Neuchâtel, Switzerland, un journal. Investiture de Barack Obama. Le Monde, www.lemonde.fr, 65e année, numéro 19, 90, 4, 1,30 €, France métropolitaine, jeudi 22 janvier 2009, l'investiture de Barack Obama, première mesure. Investiture de Barack Obama. Mesure, le nouveau président américain a demandé la suspension des audiences à Guantanamo. Barack et Michelle Obama, à pied sur Pennsylvania Avenue, mardi 20 janvier, se dirigent vers la Maison Blanche d'où Mills, Pauls, Reuters, Investiture de Barack Obama. les boulangeries de Norrie de Londres, 12 avenue Carnot, 44 000 Nantel, 02 40 89 38 62, ticket 52 9, quantité destination PU total 1 Jean BEEN. Investiture de Barack Obama. Serrano Pauvre 2,80 total, euro 2,80 TVA 5,50 0,15 hors taxe 2,65 1 espèce 2,80. Merci de votre visite, à bientôt. Siret 47 7 58. Investiture de Barack Obama. 91 6 00 19 TVA intra FR 91 44 7 58 8 91 6. Service Catherine Jeu 22 Jean 2009, un ticket marché plus rue Carnot Nantes. Investiture de Barack Obama. Tel 02 51 82 48 24 15 01 Sophie 200 4000 A plus de Racel 4,44 €, 4000 A plus de Racel 4,44 €, 4000 Investiture de Barack Obama. A plus de Racel 4,44 €, cristalline 50 CL 0,20 €, 7 ME SBE SPDR CTIB Orléans Skip 3,00 € sous total. Investiture de Barack Obama. 16,52 € total espèce, 16,52 € espèce 17,00 Arande espèce 0,48 € jeudi 22 01 2009 13h42 NPO 03 64. Investiture de Barack Obama. 5 articles magasin ouvert le dimanche de 9h à 12h, un ticket Lévis Troquet 87 rue du Maréchal Job 44 000 Nantes 22 01 2009 00000
00103. L'investiture de Barack Obama. 88 0001 V011 X900 foie gras euro 9002 X1550 pièce de feu euro 31001 X1300 tartare L'investiture de Barack Obama. euro 13004 X350 verre de vin euro 14002 X280 verre de vin euro 560 ce total 72,60 TVA 19,6% euro L'investiture de Barack Obama. 11,90 articles 10K TL espèce euro 70 60 tel 02 40 74 09 44 merci TVA FR 35 49 8 93 6 L'investiture de Barack Obama. 96 6 indiqué EU unique scène nationale de Nantes décale jeudi 22 janvier 2009 salle atelier 2 à 2300 billet numéro 58 44 75 exonéré L'investiture de Barack Obama. 0 euros. Vendredi 26 juin 2009, événement numéro 24. Une lettre orange LG 2 13 90 90 La Poste 91 Evry GTC C1027 FR 51 58 18 162 48 2 2XHNS 69 King of Pop is dead. T102088 Monsieur James Chaton Cité International des Arts 24 20 75 018 Paris 000097 7 une lettre X Banque Populaire Ecopli King of Pop is dead. 24 04 69 La Poste 31 Pic Midi Pyrénées C1 1 2 3 D 000019 31 2 02 N 00 54 3 M Château-Angem Cité International des King of Pop is dead. des Arts 24 Nord 20 75 018 Paris un ticket le Templier de Montmartre 9 rue des Abbesses 75 018 Paris tel 01 42 58 48 64 26 06 2009 TPV King of Pop is dead. un ticket numéro 198 52 bar un café 2 50 euros total 2 50 euros dont TVA à 19,60% 0,49 euros payé en espèces 2 50 euros. Nous vous King of Pop is dead. remercions de votre visite. Un ticket étiqueté Optil RATP bus TM erreur dans Paris T SNCF carnet Steve 00 58 73 57 A 05 06 A 1 2 King of Pop is dead. 12 un ticket EUKL CIV 0019 your ticket to Carbon Natural Journey on Eurostar ticket on seat reservation for Château-Angem Eurostar 26 06 14 04 train 4 King of Pop is dead. 90 30 départ Paris Nord arrive London St Pancras 17h26 code 16 seat 25 additional information check in at least 30 minutes before departure time non-exchangeable non-refundable book King of Pop is dead. booking references PNR SMQZLZ you are booked in a seat carrier 11870019 GB P77 50 BTP Z02 AD King of Pop is dead. 15 26 06 56 08 200 PZA RP IV 20 25 59 00 20 CA issued 23 04 19 15 59 Eurostar standard King of Pop is dead. 01 Adult 1 London Underground 26 June 09 day single 400 STD 26 June 09 Green Park XX 01760 King of Pop is dead. 70059 26 June 09 1102 pound 400 PM this side up not for resale issue subject to condition not see over this side up not for resale King of Pop is dead. issue subject to condition see over one newspaper free Metro 2606 2009 Metro Seoyuka Michael Jackson 2608 58 25 06 09 the King of Pop is dead. King of Pop is dead, one cigarette package, filter cigarettes PM, Benny Vici Marlboro, smoking seriously harms you on other around you while you sit. Welcome, bienvenue, citadine, apart hotel by Ascot International. King of Pop is dead. International access code access out 9 number apartment 419 privé tel line privé tel 0207766382 parking access code King of Pop is dead. code d'accès garage taxiphone tel rec 0 réservation 08 25 53 23 32 32 015 euros minute. Mercredi 1er juillet 2009, événement numéro 26. Un paquet de cigarettes, Chesterfield, fumé, tue, les mineurs de pas fumer,
journal, mercredi 1er juillet 2009, première édition. Nabaroche, une étoile s'éteint. 87-86, www.libération.fr. Puis Nabaroche, une étoile s'éteint, page 2, F00135 280 FM, 30 euros, un ticket, Nabaroche, une étoile s'éteint. Optil, RATP, Bus, TN, RER à Paris, T, SNCF, Carnet, Steve, 0056 93 29 2, 23 06 B12, un ticket BNP, Paris-Bas. Nabaroche, une étoile s'éteint. Paris Gambetta France 75 020 automates 08 070 ticket 0069 date 01 07 09 heure 18h27 carte XXXXXXXXXX Nabaroche, une étoile s'éteint. XXX 59 27 A ID A 00000000 42 10 10 label CB retrait 60 heures numéro d'autorisation 80 45 68 certificat Nabaroche, une étoile s'éteint. certificat 9 DEC 467 CFD PD F2 F38 merci de votre visite, à bientôt. Un ticket Trapani Botéca 216 rue des Pyrénées 75 020 Paris Tel 01 40 Nabaroche, une étoile s'éteint. 43 66 29 32 Ré 1 15 2 46 49 49 01 07 2009 18h32 46 23 32 2 22 kilo euro kilo olive verte 0 Nabaroche, une étoile s'éteint. 175 24 004 20 de Checo N2 290 2 art total euro 7 10 1 euro égal 655 95 7 FF 46 57 donné euro 10 10 rendu Une étoile s'éteint. 3000 le total comprend TVA net brut 5,50% vente en oppo 037 6 73 7 10 2 43 44 15 46 57 01 07 Nabaroche, une étoile s'éteint. 09 18h40 18C servi par Karim. Merci de votre visite. Un ticket François Priet, votre fromager 214 rue des Pyrénées 20e relance 3 CL 99 date 0107 2009 19 Une étoile s'éteint. 06 vendeur 7 Alice rayon 0 numéro ticket 17 4 kilo euro kilo Bria Savarin 1 quart 1 A 265 265 total 265 1 euro 655 Nabaroche, une étoile s'éteint. 97 francs total en francs 17 38 F dont TVA 5,50% 0,14 euros total TVA 0,14 euros total acheté 2,51 une transaction un article merci de votre visite à bientôt. Une étoile s'éteint. Un ticket Wawang 0107 2009 19h23 NO 0V1 DT 57 kilo euro kilo 1 37 00 1 30 1 37 opération 1 total euro 1 Nabaroche, une étoile s'éteint. 1 78 euros 00 67 merci et à bientôt. Bonsoir. Je vais vous lire quelques tout petits extraits d'un livre qui a été publié chez 10-18 en 2012, qui s'appelle « De la célébrité », et qui est un livre, si à l'époque on m'a demandé si c'était de la poésie, j'aurais répondu que je n'en sais strictement rien. J'aspire au succès car je sens que je saurai drôlement m'en servir et trouverai amusant d'être célèbre. Je me montrerai tous les soirs en cache-sexe dans une revue de music-hall. Arthur Cravant. Je ne connais pas forcément les gens dont je connais le nom. Je ne connais pas Britney Spears. Je ne connais pas forcément le nom des gens que je connais. Comment s'appelle ma boulangère ? En 1943, le vice-président des États-Unis, Henry Wallace, prophétisait que pour les années à venir, un siècle de Monsieur Tout-le-Monde, The Century of the Common Man. Lorsque la célébrité sera devenue la règle, l'anonymat sera devenu l'exception. Il conviendra donc de rester anonyme pour acquérir un peu de célébrité. Les gens célèbres seront ceux qui ne l'ont jamais été. Suggestion : créer une association des anonymes alcooliques. Le flou, la photo floue, raconte l'histoire d'une image qui ne doit pas être racontée. Le flou valide un mystère imparfaitement dévoilé. Il a arraché une partie du secret. Le flou fonctionne comme un label d'authenticité. Il témoigne de la difficulté de la prise de vue, laquelle difficulté
lui confère instantanément une valeur supérieure et en authentifie l'exceptionnalité. Le flou montre que ce qu'il montre ne se montre pas. Paradoxalement, le flou de la prise de vue témoigne de l'habileté du preneur de vue. Le flou est un trophée. Closer n'a jamais voulu m'acheter les photos un peu floues de mes dernières vacances prises autour d'une piscine. Les stars sont des gens vachement sympas. J'étais pas très bon en maths. Rire, applaudissements. Je fume trop. Rire, applaudissements. À la revoyure. Rire, applaudissements. Les stars sont des gens vachement sympas. Un ami lointain me confie qu'il est le cousin d'un grand violoniste. Mais il ajoute aussitôt, comme pour me rassurer, que celui-ci est marié à une présentatrice vedette de la télévision, ce qui à ses yeux paraît infiniment plus gratifiant que sa parenté musicale. Or, il se trouve que la présentatrice en question est enceinte. Il conclut alors fièrement que le bébé, je cite, « aura un peu les mêmes gènes que lui ». Traduisons, « un peu de mes gènes passe tous les soirs sur TF1 ». Au cinéma, les animaux ne jouent pas la comédie. La mort de Monsieur Tout-le-Monde au volant de sa voiture fait 6 lignes dans le journal local, quand celle de James Dean fait 150 biographies. Les obsèques d'une vedette donnent généralement lieu à un défilé de vedettes. Proches du défunt, collègues de travail, veuve noire, maîtresse éplorée, enfant des 3 derniers mariages. Famille pas comme les autres. Le signe distinctif, et plus précisément la tenue réglementaire de la cérémonie, se réduit le plus souvent à la paire de lunettes noires, dont la fonction consiste moins à dissimuler le visage qu'à montrer qu'on le dissimule pour éviter d'être reconnu, selon le syllogisme suivant « Seuls les gens célèbres se cachent, or des gens se cachent, donc ces gens sont célèbres ». Le désir de n'être pas reconnu s'accompagne du désir de montrer son désir de n'être pas reconnu. Cette façon d'exhiber qu'elles n'exhibent pas leur peine, de faire remarquer qu'elles souhaitent ne pas se faire remarquer, suggère que finalement, comme tout le monde, les vedettes ont un cœur, des faiblesses, des failles bourrées d'humanité. La recherche de l'anonymat garantit la sincérité, on ne joue pas la comédie, mais paradoxalement, cette pudique sincérité garantit en retour la qualité du bon comédien, lequel continue donc ici de faire son travail. Pourtant, leur souffrance est double. Victimes du deuil qui les affecte, elles le sont tout autant des voyeurs, nous, qui les traquent et les harcèlent dans leur douleur, victimes d'être victimes en quelque sorte. Contenus derrière de solides barrières anti-émeutes, la foule des anonymes venus rendre un dernier hommage, nous, est parcourue de frissons qu'écrase un silence à reniflement. Qu'il est triste de voir souffrir des demi-dieux, qu'il est touchant d'être témoin de tant de tristesse quand même. L'émotion funèbre, voir passer un corbillard ne fait jamais de bien, s'accompagne d'une émotion mondaine. Voir passer un plateau télé ne fait jamais de mal. Les célébrités ne construisent pas leur personnalité sans avoir préalablement construit leur image. Puis elles se font un nom, un label. Pour les gloires éphémères, c'est l'image qui, la première, s'évanouit. Extinction des feux. Et quand les corps ont disparu, quand l'image s'est dissoute, les noms continuent quelque temps de clignoter comme des loupiottes. Raymond Coppa, plus de visage. Elvire Popesco, plus de visage. Jean-Luc Lahaye, plus de visage. André Dassari, plus de visage. Jacques Charrier, plus de visage. Dario Moreno, Brigitte Bardot, Jairo, plus de visage. Maurice de Cobra, plus de visage. Graham Hill, plus de visage. Daphné du Maurier, le visage de Joan Fontaine dans Rebecca. Henri Pescarolo, plus de visage. Mélodie, plus de visage. Guy Descartes, plus de visage. Sabine Paturel, plus de visage. Garcimore, plus de visage. Maurice Biraud, plus de visage. Frédéric Rossif, plus de visage. Sœur Sourire, plus de visage. Pierre Doris, plus de visage. Saint-Preux, plus de visage. Henri Anglade, plus
plus de visage. Aimable, un accordéon. Lucky Blondeau, plus de visage. Tonton David, plus de visage. Yvonne Printemps, le visage de ma mère à 20 ans. Charlotte Julien, plus de visage. Esther Galil, plus de visage. Marcel Merquès et Paulette Merval, plus de visage. Chris Everloyd, plus de visage. Gloria Lasso, plus de visage. Claude Darger, plus de voix. Belle Époque, plus de visage. Felice Gimondi, plus de visage. Gérard Majax, plus de visage. Georges Guettari, plus de visage. Les frères Jacques, 4 chapeaux melons. Kiki Caron, plus de visage. Colette Renard, plus de visage. Roque Voisine, plus de visage. Alain Calmat, plus de visage. Jordi, plus de tête à claque. Cliff Richard, plus de visage. Annie Famoz, plus de visage. Jean Sablon, plus de visage. Corinne Charby, plus de visage. La bande à Basile, plus de visage. Lénier Scudero, plus de visage. François de Gelt, plus de visage. Moustache, une moustache. Anne Sylvestre, plus de visage. Madame Soleil, plus d'avenir. Pierre Gocola, plus de visage. Claude Santelli, plus de visage. Marie Myriam, plus de visage. Pierre Spears, plus de visage. Guy Perria, plus de visage. Uri Geller, plus de fourchette. Armand Jameau, plus de visage. Axel Red, plus de visage. Les Poppies, plus de visage. Monty, plus de visage. Jean Guidoni, plus de visage. Richard Gottener, plus de visage. Roger Lanzac, plus de visage. Denise Glaser, plus de visage. Guy Mardel, plus de visage. Alain Mosconi, plus de visage. Albert Reisner, un harmonica. Sarah Mandiano, plus de visage. Rosie Vart, plus de visage. Les To Be Three, plus de bronzage. C. Jérôme, plus de visage. Il était une fois, plus de visage. Herbert Léonard, plus de visage. Alice Donat, plus de visage. Isabelle Aubray, plus de visage. Rémi Brica, plus de visage. Bobby Solo, plus de visage. Pascal Danel, plus de visage. Martin Circus, plus de moustache. Yvan Rebrov, une toque. Mathé Alteri, plus de visage. Anne-Marie Pesson, plus de visage. David Alexandre Winter, plus de visage. Patachou, plus de visage. Bassia, plus de visage. Georgette Lemaire, plus de visage. Pétula Clark, plus de visage. Alliage, plus de visage. Gérard Balapra, plus de visage. Frida Bocara, plus de visage. Philippe Lafontaine, plus de visage. Hervé Villard, plus de visage. François Valéry, plus de visage. Richard Anthony, plus de visage. Raymond Souplex, plus de visage. Georgette Plana, plus de visage. Paris Ryan, plus de visage. Alain Barrière, plus de visage. Patrick Topalov, plus de visage. Robert Lamoureux, plus de visage. Les Parisiennes, plus de visage. Jean-Patrick Capdevielle, plus de visage. Georges Chelon, plus de visage. Maryse, plus de visage. Art Sullivan, plus de visage. Nicolas Perrac, plus de visage. Mélina Récomi, plus de visage. Potomage, plus de visage. Toto Coutinho, plus de visage. Bien, merci à vous
4, puisque Natacha Nizik, donc, qui a fait le film, dont on n'a pas vu les derniers instants d'ailleurs, ça a disparu, moi non plus, j'ai pas compris. Voilà, donc merci d'être là. Alors, on pourrait peut-être commencer la régie, s'il vous plaît, avant de revenir à la photo donc, de Jacques Sivan, à qui on rend hommage. Si vous voulez revenir sur la photo du collectif, puisque, bon, voilà. Alors, les collectifs, c'est toujours un peu une longue histoire. Ça alimente l'histoire littéraire. Il y a eu un célèbre collectif des éditions de Minuit avec toute la bande des nouveaux romanciers. Ça a lancé évidemment un mouvement littéraire, le nouveau roman. Alors ici, on est en poésie, donc on se calme. On n'est pas dans le milieu du roman, mais juste un commentaire sur cet escalier. Donc je pense que c'est Jean-Michel qui doit savoir, là, je pense. Ouais. Alors, ça, c'est au Tipeee. Pour ceux qui s'en souviennent, le centre Beaubourg avait fermé, je crois, en 97 ou 98. Il est resté fermé 4 ans. Et donc, un peu comme aujourd'hui, il y avait des expositions qui étaient délocalisées, enfin, hors les murs. Et les événements se passaient dans un Tipeee. C'était vraiment un Tipeee stricto sensu, qui était installé donc, devant, sur la Piazza Beaubourg. Et il y a eu beaucoup de choses. Et donc, on a fêté... sous le Tipeee, les 10 ans de Java, donc à 99. Une grosse soirée, il y a beaucoup de monde, il y a aussi des vidéos, des lectures, des performances, de la musique, etc. Et donc, avant la soirée, c'est un photographe qui nous suivait beaucoup, enfin qui était très présent dans les années 90, qui s'appelle Yann Mishkin, qui est par ailleurs poète et traducteur, et qui nous a réunis comme ça. Et d'ailleurs, il manque Charles Penquin qui est arrivé en retard. Il l'a beaucoup regretté. Mais voilà, donc c'est une photo de groupe un peu hasardeuse. Hein. Il n'y avait pas d'intention, en tout cas, de provoquer une représentation de groupe. Le hasard fait parfois bien les choses. Ouais. Bon, alors suite à vos lectures, on pourrait peut-être partir un peu de votre situation dans l'espace poétique d'aujourd'hui pour, disons, évaluer un peu la portée de Java. Alors on va s'appuyer, si vous voulez bien, sur alors la position d'Yves dans son dernier livre Élagage aux éditions Flammarion, et ce sera d'ailleurs la fin de la collection, voilà, en poésie Flammarion avec Élagage. Et donc, si on repart de ce point de vue-là, je vais vous demander évidemment de réagir, Anne James et toi, Jean-Michel. Bon, alors, pour faire vite, je vais juste citer un passage quand même, c'est-à-dire que, voilà, Yves, donc, après avoir fustigé l'actuel poétisme tapageur, celui des battleurs, des pédagogues et des gardiens zélés de l'administration culturelle, mais aussi à l'autre extrémité du champ, on va dire, les pratiques expérimentales, la poésie concrète, et puis Dogs en prend un petit peu pour son grade également. Bon, il affirme sa préférence donc aux poètes, alors Bernard Collin, Jean-Michel Espitalier, Daniel Fano, Lydiane Giraudon, etc. Ou aux revues Java, Fantomas, qu'on a peut-être oublié, mais c'est une extraordinaire revue de l'autre côté. Alors moi, sur l'île, on dit de l'autre côté, mais nous, en Belgique, en fait. Bon, donc voilà, et qui s'adonne à la subversion joyeuse. Alors la subversion joyeuse, vous voyez, ça nous va très bien. Ça veut dire qu'ils savent allier à la fois l'effacement et l'humour caustique, la désinvolture et la gravité. Et ce qui ne va pas sans une charge des poètes aujourd'hui, je cite, et je vous fais réagir là-dessus pour votre positionnement à vous dans le champ actuel, à de rares exceptions près, nos contemporains, donc nos poètes évidemment, se prennent en effet terriblement au sérieux, bombant le torse pour parler de leur œuvre, tout en guettant du coin de l'œil la bénédiction suspicieuse et suspecte de l'université. Je m'arrête tout de suite parce que là, vous avez 2 universitaires, c'est mal parti. Bon. Dans ce triste contexte, on se prend à rêver de l'époque, pas si lointaine, où la finalité de la poésie n'était pas la reconnaissance sociale, mais une sorte d'élision ou d'éviction de soi, dans l'élan même de la composition, où l'expérience l'emportait sur son résultat. La publication qui en était comme la cendre impure, la médiocre concrétion, ce qui n'empêchait pas une sorte d'ironie ludique ou savante qui fait elle aussi cruellement défaut aujourd'hui. Anne James, réaction à ça? Compliqué. Non, mais je pense qu'ils ont raison, tout simplement. La génération qui émerge aujourd'hui, qu'on a attendu. Hein. Moi, personnellement, je l'ai attendu. Alors, on peut
On peut être en accord, apprécier ou ne pas apprécier les formes qui sont en train d'émerger, les objets qui sont, même les thématiques qui sont abordées, les questionnements. C'est vrai qu'elles sont assez éloignées de ce que moi, en tout cas, j'ai pu, ce par quoi je suis arrivé en poésie. En revanche, là où je leur donne raison, c'est qu'ils sont tout à fait légitimes à prendre le terrain, à occuper le terrain et à commencer à... Et j'ai le sentiment, depuis quelques années, mais c'est pas si vieux, depuis 3-4 ans, qu'il y a véritablement toute une nouvelle génération poétique qui est en train de mettre en place des canevas. Alors voilà, c'est vrai qu'ils sont assez éloignés, comme je le disais, de ce que moi j'ai pu pratiquer, dont je viens, et notamment de Java et avec Java. Mais on avait la même attitude. En 95-2000, on a poussé tout le monde. Et on a bombé le torse. Et on a vraiment pris d'assaut le champ poétique. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque, on l'appelle toujours, et je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent l'appeler comme ça aussi, c'est la guerre des poètes, mais ça c'est permanent. Et cette guerre-là, on l'a menée nous aussi. Donc qu'aujourd'hui, moi je trouve ça plutôt intéressant qu'une nouvelle bataille soit engagée. Alors après, c'est pas ma bataille, mais en tout cas, elle est là, elle dit des choses, elle pose des formes, et notamment pour en revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, une des données quand même qui était, à mon sens, déterminante de ce champ poétique, c'était les revues. Il y avait Java, mais il y avait une plénitude de revues qui côtoyaient Java, qui s'interpellaient les unes les autres. Et c'est ce qu'on peut aussi un peu percevoir aujourd'hui. Il y a quand même un renouveau de cet objet-là. Ça travaille aussi beaucoup en revue. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse de ce moment. Moi, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il me semble que dans ce que tu dis dans le texte, il y a quand même une sorte de retour de la... Il faudrait nuancer de partout, mais c'est en tout cas ce qu'on voit. D'ailleurs, le retour, c'est pas forcément négatif, mais il y a un retour du thème, d'une poésie à thème, d'une poésie du sens. Et je pense que ça, c'est peut-être ça. Elle est peut-être là. Il y a une ligne de partage. Un retour de la poésie comme véhicule de sens. Bon, c'est une vieille histoire, ça traverse les siècles. Mais je pense qu'il y a eu un moment, en tout cas, j'ai l'impression que les années 90, je dis Java, mais on n'était évidemment pas les seuls, mais toute cette génération et un peu au-delà, il y avait, on était poussé historiquement par les avant-gardes, enfin par une histoire très chargée, qui avait un siècle, qui démarre grosso modo à Mallarmé, c'est à peu près un siècle, donc avec cette réflexion sur la forme, sur la question du sens, de la lisibilité ou de l'illisibilité, comme disait Christian Prigent. Enfin, donc voilà, on est encore dans une sorte de post-avant-garde. Je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais avec, là ça je l'ai beaucoup dit, avec notre génération ayant grandi s'étant frotté à la pop culture, donc ça produit un autre type d'imaginaire. On a grandi, moi je le dis souvent, moi j'ai grandi avec Francis Ponge ou Marguerite Duras ou Rimbaud, etc. Mais j'ai aussi grandi avec les Clash, avec la pub, avec le cinéma, avec ce qu'on appelle les armilleurs en quelque sorte. Et tout ça, c'est vrai que ça a généré, je pense, moi il me semble que c'est le carburant pour mettre à distance finalement toute cette lourdeur d'avant-garde. On n'était pas dans le rejet de l'avant-garde, mais on voulait la réinterroger avec des outils qui étaient beaucoup plus légers, la parodie, le second degré. C'était pas du cynisme, mais c'était une sorte de revisitation, je ne sais pas si ça se dit, de ce legs qui était quand même très, très intimidant, qui était quand même très, très puissant, et qui nous a fourni des outils géniaux, et d'ailleurs ça continue. Mais voilà, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu la liquidation de ce rapport historique, et vers une poésie qui est ce qu'elle est. Alors, on va pas juger, puis moi je connais assez... Je suis un peu éloigné de tout ça, quoi, mais moi je lis des trucs géniaux. Il y a une jeune fille dont j'oublie le nom là, qui m'a envoyé un de ses bouquins il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose de très étrange, de très nouveau dans sa façon d'écrire, dans les césures. Enfin, techniquement, il y a des choses très, très, très intéressantes. Je pense aussi à quelqu'un que j'ai beaucoup cité, une jeune fille qui s'appelle Natacha Guillet, qui est une espèce d'artiste polymorphe, c'est un travail complètement dingue,
comme une espèce d'urgence. Elle dessine, elle écrit, elle fait des performances, elle travaille dans le milieu de la psychiatrie. Donc il y a vraiment des espèces de connexions un peu. Enfin, ça vient de partout et ça repart de partout. Donc voilà, il y a encore des espèces d'objets hybrides ou des gestes hybrides, moi, qui m'intéressent beaucoup. Après, le reste, c'est vrai que je vois moins. Mais je crois quand même qu'il y a effectivement un retour au calme, peut-être. C'est-à-dire un retour oui, au sens, mais au sens comme objet à conquérir, quoi. Et c'est vrai, pour en finir, je crois que les années 90, il y a un phénomène qui s'est produit qui était justement hors genre. Bon, moi je parle beaucoup du bricolage, mais c'est un peu ça. Mais ce qu'on a appelé, moi j'aime pas tellement ce terme, mais faute de mieux, les OLNI, les objets littéraires non identifiés. C'est-à-dire des espèces d'objets un peu bizarres, on ne sait pas trop ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de douleur quand je dis que je suis poète, c'est toujours emmerdant parce que les gens, ah bon, tu vous écrivais, enfin, et je ne sais pas ce que je fais en fait. Mais voilà, des formes très hybrides, hein, ouais, par exemple, de la célébrité, c'est à la fois un essai, parce que j'ai voulu me poser cette question-là, de la célébrité, du star system, etc., mais dans des formes qui sont des formes proches de la poésie, et en même temps, c'est pas vraiment de la poésie, il y a des aphorismes, il y a du cut-up, il y a des phrases importées, etc. Donc, des espèces d'objets, je pensais au dernier livre de Marianne Alphand, qui est sorti, alors donc j'oublie le titre aussi, le truc des poussières, là, je sais plus. Bon, voilà, c'est un livre que moi j'ai trouvé ce livre formidable, mais c'est un livre qui est transgenre, hein. C'est-à-dire que c'est un essai, mais c'est pas un essai, c'est de l'histoire littéraire, parce qu'elle parle beaucoup enfin, c'est vraiment très historique. En même temps, il y a une écriture qui est très poétique, enfin une écriture qui est très charnelle, qui est très timbrée, avec quelque chose de très voilà. Donc c'est des livres en fait, ou des objets, des gestes artistiques qui sont un peu qu'on a du mal à attraper en quelque sorte. Et je crois que ça, c'est vraiment la génération, enfin les années 80-90. Natacha, tu voulais... Oui, j'avais envie de réagir. Je pensais par exemple les aléas. Il y avait une définition des aléas de Christophe. Enfin, je vais peut-être pas la dire forcément bien, mais il y avait l'idée de trouver un événement exceptionnel à l'intérieur du quotidien. Hein, c'est-à-dire de fabriquer à partir de quelque chose qui est banal et neutre, la saillie, l'espèce de... je ne sais plus, il appelait ça l'espèce de cutter rythmique qui est voilà, les armes de la poésie, etc. Et cette volonté comme ça de s'adresser à quelque chose de banal et de le transformer et d'y apporter une forme d'incise qui pouvait être à la fois légère et grave, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette attitude-là, je crois, qu'elle n'est plus là, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on doit s'atteler au sens, ou si c'est parce qu'on doit s'y cogner, ou si c'est parce que le sens nous cogne peut-être d'une autre manière, et que la façon d'y répondre aussi fait que cette possible légèreté est rendue peut-être un peu plus difficile, et qu'il faudrait donc, face au poids de ce réel, s'alourdir d'un sens qui lui donne sa justification, peut-être, voilà. Oui, le réel, c'est quand on se cogne, hein, ouais, comme dit Lacan. Ouais. Merci, Natacha. Toi, Yves, alors, évidemment, tu as participé à la revue Java, tu as publié, évidemment, cette revue-là beaucoup, et puis toute la collection, d'ailleurs, Poésie Flammarion. Et donc, mais tu sembles quand même, enfin, c'est même quasiment certain, objectivement, je crois, tu es quand même... moins que Java du côté de la poésie scénique ou disons on va dire la poésie concrète non, mais c'est certain, ça n'a pas été mon axe à moi. Oui. J'ai eu d'autres axes, j'ai eu d'autres voies de recherche, ce qui n'a pas du tout empêché le travail en commun dès le début, d'ailleurs avec la revue. Après, bon... c'est des choses qu'on peut difficilement justifier d'une certaine façon. C'est une affaire. Moi, mon travail personnel, à l'époque, au moment où je rencontre Java, c'est-à-dire au tout début, on s'est vraiment rencontrés à partir du numéro 1 de la revue. Donc, j'ai suivi en fait cette histoire de très près jusqu'à son terme. Mais c'est vrai que il y avait des choses qui m'intéressaient davantage dans ce que la revue montrait que d'autres. Parce que moi, mon approche était autre. Enfin, j'ai toujours d'ailleurs eu beaucoup de difficultés à me situer dans un décor général, si je puis dire, parce que, pour réagir un petit peu quand même et préciser
le contexte et le sens de la citation que tu faisais au début. Bien évidemment qu'il se passe des tas de choses encore aujourd'hui, dans le détail, je dirais, enfin de manière sporadique, y compris de la part de gens nouveaux, plus jeunes. Et puis il est logique, en effet, que les générations se chassent les unes les autres, enfin, balayent le passé récent, etc. Je visais plutôt une tendance qui, à mes yeux, me paraît une tendance lourde et qui n'est pas tellement un retour, puisque c'est Jean-Michel qui parlait de ce terme de retour. Moi, je dirais que c'est plutôt une régression par rapport à tout ce qu'on pouvait considérer comme des acquis du travail de plusieurs générations de poètes français, et de façon extrêmement diverse, incluant d'ailleurs la poésie concrète, la poésie sonore. C'est d'ailleurs des gens qui sont pas forcément proches de moi, mais qui avaient abordé, en tout cas, on avait des refus en commun, disons ça assez simplement. Et moi je suis un peu comment dire, consterné, disons, de voir que effectivement, il y a le retour du sens, il y a le retour de l'expression personnelle, larmoyante souvent, ou carrément du pamphlet politique, enfin, un peu comme ça a pu se faire à une certaine époque. Aux États-Unis, par exemple, au moment de la Beat Generation, il y avait quand même beaucoup de discours, quand on regarde ça a posteriori. Et puis en France, dans les années 70, il y avait aussi quand même une tendance assez lourde vers ça. Bon, pour moi, ce ne sont pas des choses qui relèvent de la poésie telle que je l'entends, au sens même très très large du concept, parce que c'est pas du travail d'écriture, tout simplement. Enfin, moi, ce qui m'a toujours intéressé dans le travail des autres, c'est quand il y a une voix particulière qui écrit le français ou qui dit le français d'une façon nouvelle, telle que ça n'a jamais été fait, c'est-à-dire qui invente sa langue privée dans la langue de tous, et au lieu de simplement débiter ses émotions, ses mots d'ordre, enfin ses pensées privées et publiques, enfin, etc. Voilà. Alors, évidemment, quand on écrit des essais, enfin, quand on intervient publiquement, on simplifie un peu les choses et pour faire passer le message de manière un peu plus appuyée. Donc, il faudrait nuancer tout ça, parce que, bon, je regarde moins les choses qui se font qu'à une certaine époque. Anne James parlait des revues. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de revues que disons, dans le dernier tiers du XXe siècle. De revues papier, en tout cas. Bon, bien évidemment, il y en a d'autres. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Il y a un certain nombre d'interventions très intéressantes se sont produites ces 10-15 dernières années. Mais, et c'est vrai aussi que j'ai une difficulté avec les écrans. C'est-à-dire que je ne lis pas les revues sur écran comme je pouvais lire jadis les revues sur papier. C'est une autre pratique je dirais presque manuel du travail qui, bon, mais un peu interdite, c'est comme ça, c'est ma limite aussi. Mais je trouve qu'il y a moins de richesse. Enfin, quand on a fait l'anthologie avec Isabelle Garon du Nouveau Monde, qui faisait un panorama des 50 dernières années, on se rendait compte à un moment donné, il y avait une profusion de choses simultanées, c'est-à-dire contemporaines, sur 2 générations, disons, d'auteurs, on ne savait même plus où donner de la tête. Enfin, il y avait une invention, un travail de recherche qui partait dans beaucoup de directions. Bon, il y a peut-être un effet aussi de saturation de mon côté, parce que j'ai pris de l'âge, et on est moins réceptif peut-être que quand on est plus jeune. Mais je n'ai pas l'impression que, de ce que je peux voir en tout cas, que ce qui se passe aujourd'hui va exactement dans le sens que j'aurais souhaité. Et pour aller même plus loin que ça, j'ai l'impression que le travail qu'on a pu faire, que des revues comme Java ont pu faire à leur époque, finalement n'aura pas servi à grand-chose. Je radicalise un petit peu ma position, mais il y a quand même de ça derrière. C'est-à-dire, je me dis, bon, on s'est quand même battu réellement. C'est-à-dire, il y avait tout un débat, on a publié, on a traduit, on a fait des quantités de choses, on a fait des quantités d'interventions. Ça avait une finalité, enfin, il y avait un sens à ça, c'est-à-dire on pensait que ça allait pouvoir changer au moins la poésie, et peut-être plus que la poésie. Bon, et bon, là, il me semble qu'on est vraiment, majoritairement, on est dans des logiques d'écriture ou de publication qui sont plus du tout les mêmes, quoi.
Bon, enfin, cela dit, ça n'engage que moi. C'est pas. Effectivement, c'est-à-dire que, enfin, quand on appartient à tel ou tel jury ou qu'on dirige telle ou telle revue, c'est certain qu'on reçoit beaucoup de textes faibles, avec des tendances un peu nombrilistes, avec évidemment de l'écriture à la vas-y que je te pousse. Il n'y a pas de geste, quel que soit évidemment, mais c'est pas une généralité. Il y en a à côté de ça, il y a aussi effectivement plein de choses intéressantes. On va glisser tout doucement vers avec Anne-Christine, donc vers le politique aussi, et revenir donc du coup sur le film qu'on a vu. Oui, moi j'avais une question en fait concernant l'aspect politique, parce que dans un entretien là pour Diacritique, c'est Jean-Philippe Casier qui disait que peut-être éventuellement la politique était un angle mort de Java. Après là, pendant nos discussions, on a quand même pointer le fait que les avant-gardes des années 60-70 étaient quand même très ancrés politiquement et que du coup, voilà, ça a peut-être créé cette espèce de distance-là. Mais pourtant, il me semble qu'il y a quand même une préoccupation politique. Alors encore faut-il s'entendre sur ce terme, mais une préoccupation politique dans tout ce qu'on a vu là, de la célébrité, le texte de Christophe Marchand-Kis, la façon de le filmer également, c'est quand même une prise de position assez radicale, le parti pris de Jérôme Rothenberg aussi quand même, et puis les événements. Les événements sont des événements politiques aussi. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec capitalisme et effacement quand même que tu as écrit. Donc pour moi, tout ça, c'est assez lié, tout ça. Donc Java et la politique. J'ai combien? Non, mais c'est 3 minutes. Non, mais c'est vrai que, alors, d'un point de vue individuel, je parle pas du tout je pense pas du tout en termes de collectif. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment pensé en termes de collectif. Mais c'est vrai qu'on en avait un peu marre du politique dans l'art. Moi, je me souviens avoir vu une exposition à Beaubourg dans les années 80, fin 80, début 90, qui s'appelait l'art face à la politique, quelque chose comme ça. J'ai le catalogue qui est énorme. Et il y avait quand même beaucoup d'œuvres très politiques, mais qui ne tenaient plus. C'est-à-dire que moi, je l'ai regardé donc à la fin du XXe siècle, ça marchait plus. Il y avait quelque chose qui était tombé. Et voilà, donc ça, c'est toujours le risque quand on accroche un peu son esthétique, sa sensibilité, son écriture, etc., à des événements très, 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 très contingents. Le risque, en fait, c'est la contingence en fait, qui l'emporte. C'est vrai qu'on était un peu en rejet de la politique parce qu'effectivement, les années 70 avaient été un peu surdimensionnées sur la politique. Mais rejet, ça ne veut pas dire non, on arrête de faire de la politique. Ça ne marche pas comme ça d'ailleurs. C'est vrai que tout à l'heure je disais, moi, c'est pas la politique, c'était le politique. C'est-à-dire le politique, c'est une façon de penser le monde. Parce que le politique, c'est quoi? C'est comment on s'insère, enfin, comment on surfe ou on s'agrippe à la cité, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des préoccupations. Alors peut-être au début un peu entre les lignes. C'est vrai que les premiers numéros, je pense, on n'était pas du tout dans cette geste politique. Mais il y a des thèmes qui sont, moi, c'est vrai qu'avec Yves, quand on a revu tous ces numéros pour faire l'anthologie, j'ai vu des espèces de lignes de force, enfin des choses qui arrivaient. Notamment, par exemple, à partir un petit peu avant la guerre. Donc la première guerre du Golfe et surtout l'invasion de l'Irak en 2003, il y a une question qui est vraiment revenue ou non venue sur le devant des écritures, c'est la question de la représentation, la question des médias. On l'a beaucoup vu en 91. Enfin, c'est un peu un cliché que de le rappeler. Quand, en fait, il y avait la guerre du Golfe n'a pas eu lieu. Enfin, c'était cette histoire-là où il n'y avait pas d'image, il y avait une pénurie, etc. Et ça nous a vraiment, c'était une question très politique pour le coup. Donc plutôt cette question de la représentation. Il y avait quand même aussi, il faut le dire, premier numéro de Java 89. C'est la chute du mur. Donc il y a aussi l'effondrement quand même de la grande idée du grand soir. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se lézarde, en tout cas dans les grands imaginaires des écrivains, enfin des artistes. Il y a quelque chose qui marche plus. Et nous, on arrive après parce que en 89, on avait 30 ans, on avait 30 ans. Donc c'était quelque chose de passé. Donc il y avait un peu à la fois une sorte de défiance vis-à-vis de cette espèce de gros bloc politique. Et puis, c'est vrai que le monde autour de nous était en train de changer. Et c'est vrai que le politique, on ne pouvait plus l'aborder, en tout cas, on ne pouvait plus faire du politique comme nos aînés l'avaient fait. Voilà. Oui, Natacha, sur le film, caméra fixe, on
pourrait presque envoyer ce film-là, aussi tenté que ça les intéresse d'ailleurs, mais aux futurs énarques. Mais je veux dire que, bon, voilà, là, on a un film anti-médiatique par excellence, puisqu'on a les mots d'ordre qui défilent, on a le pot de fleurs devant, on voit pas du tout Jean-Christophe Marchand-Kis. Là, c'est travaillé quand même. Oui, mais ça me semblait... bon, d'abord, on s'est beaucoup amusé à faire cette série. On a fait l'ensemble des aléas qu'on a filmés à chaque fois dans un dispositif qui devait s'ajuster, suivant que c'était, je ne sais pas moi, on avait fait des recettes de cuisine et on a fait des discours politiques. Donc il y avait à chaque fois un jeu qui était fait entre la façon de filmer, le contenu et puis la diction aussi, la diction poétique. Mais en tout cas, c'était aussi parce que ces années 90, il me semble, c'était l'émergence de ce média politique, enfin de l'équation entre le politique et le média, qui est maintenant quelque chose qui nous inonde, enfin qui nous submerge, qui nous dépasse. Et peut-être que cette vidéo, dans ce sens-là, elle était très consciente de ça. Que l'extinction du visage, ce serait peut-être au nom de l'arrivée de la voix, et que cette voix, c'était qu'une ritournelle dans le fond. Hein. Et ce que je trouve assez étonnant en revoyant le film maintenant, c'est combien les mots sonnent toujours avec la même insistance et la même litanie et la même vacuité. C'est-à-dire là où il y aurait du sens, le sens se délite, quoi. Et ça, c'est assez... Une sloganisation comme ça. Hein. C'est que du slogan, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien, c'est le vide. Mais en fait, on s'est habitué à la fois et à ce rythme et aussi à ces raccourcis. Peut-être, je pensais sur la question des revues poétiques et de la question du papier. En fait, je me disais, Instagram, etc., fait défiler des textes à un rythme qui ressemble à ce rythme-là, dans le fond, hein, qui coupe et qui scande. Saccadé, voilà. Et donc, alors là, c'est l'antithèse, puisqu'on est dans un plan fixe et ça ne bouge pas et ça reste très longtemps, mais ça dit un peu cette chose-là. Bien sûr. Alors, il nous reste peu de temps si on veut terminer. Oui, vas-y. Alors... au sujet de la politique et d'événements, oui. Oui, pourquoi pas. J'ai souvent eu comme retour que les événements étaient éminemment politiques. Et peut-être même ils n'étaient que cela. Alors que, pour moi, ce qui est politique dans les événements, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ce qu'il est, c'est principalement la décision de manipuler, d'agencer, de collecter ce type d'écriture. Voilà, c'est le matériau. J'allais dire, c'est le matériau. C'est le matériau qui est agencé. Le geste politique, s'il doit en avoir un, il est à cet endroit-là. Alors après, effectivement, on peut se dire, investiture de Barack Obama, oui, la politique, elle est là. Mais elle devient matériau agencé, c'est ça. C'est plus dans l'hybridation. Moi, le jour où j'ai vraiment compris où se situer, parce qu'on ne comprend pas toujours les objets qu'on fabrique. Hein. D'ailleurs, c'est Jean-Michel qui, un jour, m'a vraiment fait comprendre ce que je fabriquais. Oui, un jour, il m'a dit, toi, tu ne fais qu'une chose, tu assèches Pérec. Je dis, ah oui, effectivement. Et je viens d'un courant... Enfin, moi, je mixe Pérec... Je suis philosophe de formation, j'ai passé des années en phénoménologie, donc c'est une espèce de réduction phénoménologique de Pérec. Mais cela dit, j'ai vraiment compris où était le sens politique des événements le jour où, c'était notamment en Belgique, c'est-à-dire que quand je l'ai donné en France au début des années 2000, l'audience réagissait à cet endroit-là. Vraiment, on est dans le champ politique, il y a une espèce de slogan qui est samplé, manipulé, ok, très bien. Mais les premières fois où je suis allé donner ces lectures en Belgique, c'était des rires que j'entendais. Et c'est notamment un jour quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, mais vous savez, vous venez de nous lire l'intégralité de votre liste de courses. Je ne m'étais pas vraiment rendu compte de ce que ça pouvait représenter. Et cette personne me dit, mais vous savez, je connais toute votre vie maintenant. Vous m'avez lu votre liste de courses. Ouais. Donc voilà, le politique, il est à cet endroit, à ce moment où cette hyper-quotidienneté a fini par faire parler le monde à un autre endroit. Il est vraiment dans ce lien-là, dans l'événement. Enfin, dans cette série-là, en tout cas. Et puis aussi, voilà, moi, ce qui m'intéressait,
c'est de véritablement travailler une écriture qui soit, voilà, qui passe entre toutes les mains. Qu'est-ce qui se passe quand on, avec ces écrits qui sont éminemment collectifs, qu'on soit lecteur ou pas, qu'on soit... En un mot pour conclure, parce que ensuite on va écouter donc Jacques Sivan et on va prendre une ou deux questions, mais je suis monsieur Temps et donc il y a des impératifs de temps. Donc que reste-t-il pour vous là de Java? Qu'est-ce qui évidemment, c'est quoi le devenir Java pour un petit peu pasticher Deleuze à chacun en très peu de temps, très brièvement. Hein, je suis obligé de Non, c'est toujours moi qui commence. Il faut bien qu'il y en ait un qui jette à l'eau. Voilà. Bah, le devenir Java, c'est déjà l'anthologie, parce que moi, ça m'a permis de me remettre... Parce que moi, j'ai pas toute la collection, déjà. J'en ai quelques-uns. Et ça me remet, voilà, ça me remet en tête des textes, voilà, que je suis, avec un grand bonheur, que je peux retraverser, que je revois des événements, je revois des instants de partagés, de lecture, de performance, voilà, je retraverse en fait tout un temps, et je pense que ça fait partie des outils justement qui sont intéressants de publier maintenant, parce que les jeunes dont on parle aujourd'hui, ils regardent ça, et c'est comme ça que les choses... C'était le but de faire cette anthologie qu'on a faite ensemble avec Jean-Michel. Et dans mon esprit, puisque l'idée vient quand même de moi au départ, suite à diverses conversations qu'on avait eues il y a 2-3 ans, c'était justement de remettre de la perturbation. de montrer, en faisant en plus un choix qui était significatif, parce qu'on a fait un volume quand même assez conséquent, qui représente quand même grosso modo l'ensemble du travail de la revue, c'était de montrer qu'il n'y a pas si longtemps que ça, voilà ce qu'on pouvait notamment faire à cette époque-là. Et donc par rapport au contexte tel que je l'ai dit tout à l'heure, tel que je le ressens en tout cas, l'idée c'était que ça puisse effectivement être utile aujourd'hui. Enfin, rebrasser un petit peu des choses, relancer les dés autrement. Bien sûr, il ne s'agit pas de recommencer la même chose aujourd'hui, mais de retraverser peut-être un petit peu ça pour se reposer des questions autrement, etc. Une traversée, c'est un mot. Oui, traversée, exactement. Oui. C'est l'impression que j'ai eu 550 pages à traverser, mais on ne lit pas forcément de la page. On butine, on va chercher telle chose, et c'est des chemins de traverse aussi, c'est ça qui est bien. Natacha ? Et bon, effectivement, c'est un espèce de retour un peu violent pour tous ceux qui ne sont plus là dans le passé. Et en même temps, moi, je suis très heureuse que l'ouvrage soit là, ne serait-ce que parce qu'on puisse le lire, le faire lire, et qu'il passe aux générations futures. Je crois que le devenir Java ne peut être que dans cette prise de liberté aussi. C'est ce que je me suis dit en le refeuilletant. Je me suis dit, il y a une espèce de folie, de joie de se lancer. Et je ne sais pas pourquoi, dans cette espèce de constat du temps présent, les choses se sont un peu resserrées. Même la question de la liberté, comme ça, l'espèce de coup de dé jeté, là. Voilà, donc peut-être que ça va rejeter encore de nouvelles fois ces dés. Pas mieux, je dis un peu préparé, mais il y a une chose, parce que en fait c'est un James qui nous fait penser, c'est qu'il se trouve que dans la fameuse photo, c'est Jacques, mais dans la fameuse soirée au Tipeee, donc en mai 99, on avait passé une boucle d'un James, qui était tout jeune poète, tu avais, si je ne m'abuse, tu avais 28 ou 29 ans. Et tout début, et on avait, je ne sais pas où on t'avait écouté, je sais pas, c'était un peu peut-être à Besançon, je ne sais plus. Et voilà, tout de suite on se dit tiens, c'est intéressant ce que fait ce jeune garçon. Et voilà, donc c'est peut-être ça aussi, une revue en général, c'est aussi un lanceur de fusée, c'est-à-dire qu'elle pose des choses et ça fait partir un peu comme les bombes à sous-munitions. Alors ça c'est un peu triste, un peu glauque, mais ça c'est mon obsession de la guerre. T'as combien de morts à ton actif? mais c'est-à-dire que voilà, la revue elle est là, mais elle envoie des fusées voilà, on ne sait pas trop où elles vont aller, mais en James on sait où est allé, mais il y en a plein comme ça, des gens qui ont été, alors, encore une fois, on n'a pas été la seule revue, hein. Il
il faut insister là-dessus, mais voilà une époque où finalement il y avait des sortes de lanceurs de fusées, et la fusée, ça transforme aussi le monde. Donc il n'y a pas que la revue, la revue transforme le monde, mais ce qu'elle envoie dans le ciel, elle transforme. Comme disait Prigent, donc passer en revue. Passer en revue. Ouais. Voilà. Bien, alors, si jamais il y a des questions qui démangent, mais mon capital temps est quasiment épuisé, mais s'il y a une question ou deux qui démangent, il y a toujours cette tradition de donner la parole au public, parce que, évidemment, sinon, on pourrait en débattre longtemps. Je veux dire, c'est un point d'histoire littéraire. Les années 90 occupent une place très importante, à tel point qu'à un moment donné, donc là, j'avais organisé un colloque, ça s'est pas fait, mais ça va se faire, sur le tournant des années 2000, où là, le tournant des années 2000, c'est quand même un moment important de la poésie. Il y a eu un mouvement de bascule, il y a autre chose après. Voilà. Bien, alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions brûlantes pour dire quand même qu'il y ait un dialogue? Voilà, désolé. Et ensuite, on terminera donc sur un audio qui fait de mémoire que 6 ou 7 minutes, je crois, donc Jacques Sivan, que vous entendrez, que vous a présenté Christine tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas présenté en fait. Tu ne l'as pas encore présenté, donc tu vas le faire après, alors du coup. Oui. Péché avoué. Je vais laisser Jean-Michel en parler. Oui, Jean-Michel peut-être. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Bon, s'il n'y en a pas, c'est... voilà. Mais, en fait, on va finir avec un grand absent qui est Jacques Sivan, qui était le cofondateur de la revue. En deux mots, parce que je ne vais pas m'étendre, j'en parle beaucoup dans l'entretien que j'ai fait avec Yves dans l'anthologie. Bon, Jacques est un ami d'enfance, on a grandi ensemble à 2 maisons de distance, donc on s'est vraiment... Voilà, on était très très amis tout petits. Et on s'est retrouvés à Paris, non pas par hasard, mais en tout cas un peu de loin, comme ça. On se dit, tiens, moi je suis arrivé à Paris en 84, et j'ai dit, tiens, je vais appeler Jacques. Et puis on a commencé à discuter, on s'est rendu compte que non seulement on aimait la littérature tous les deux, mais qu'on avait aussi des goûts communs, et aussi des choses à éviter en commun, ce que tu disais tout à l'heure, enfin des détestations communes. C'est vrai que ça lie aussi. Et voilà. Et donc c'est là où, enfin, c'est à ce moment-là, enfin, à la suite de toutes ces conversations avec Vanina aussi, qui est arrivée un tout petit peu après, mais enfin voilà, c'était le trio. Qu'on a eu l'envie de l'intention, en tout cas, de fabriquer quelque chose. C'est-à-dire que ces conversations ne restent pas lettres mortes, qu'elles aient une action, en tout cas que nous, on agisse sur elles. Et donc, ça a été la revue. Et je suis content. Là, on va écouter un audio, alors inédit, parce qu'en fait, qui est tiré de sessions d'enregistrement d'un album qui date de 2011, si je ne m'abuse, qui a été fait avec un musicien qui s'appelle Cédric Pigot. Et c'est un audio, en fait, c'est une lecture sonorisée où on retrouve parfaitement bien la touche, la patte et l'écriture de Jacques Sivan, qui est mort en 2016, il y a 10 ans. Voilà. Affolé, et puis pour compenser, amené à caresser et inopinément piquer, percer, pincer, échauffer, jusqu'à ne plus pouvoir rien contenir. Alors fouetter, lacérer pour fendre et laisser survivre, pour mieux égarer avant de reprendre sans rien permettre et mieux assujettir. Après quoi nettoyer, racler, puis dévisser, revisser, ne pas admettre de désirer, de justifier ou d'exister, et ainsi ne pas cesser de manipuler, de calculer, de répertorier, de capitaliser, puis jouer à licencier, à démoraliser, à évaluer, à noter, à sanctionner, à culpabiliser, à ridiculiser, à nier, pour calibrer, chosifier, et ainsi éviter de résister, de répondre, de réagencer, de redynamiser, et d'autre part tout préparer pour faire lubrifier, ainsi visiter, explorer, traverser, habiter, infecter, et de la sorte tout massifier, tout indifférencier, au point de ne plus pouvoir raisonner, vibrer, alors réveiller, irriter, fatiguer, empêcher de concevoir, et malgré tout travailler à faire travailler, pour excessivement jouir, aussitôt irriter et enflammer, blasphémer, ne pas arrêter de tourmenter et d'œuvrer pour avoir et promulguer, pour établir et faire reconnaître sans rien reconnaître, ni attendre, mais aussitôt amorcer, déchirer, arracher, dévorer, pour satisfaire sans rien offrir ni devoir, mais fouler et gagner, affliger, et nécessairement tout maîtriser, tout contraindre, tout broyer, tout poursuivre, sans détailler et soumettre, sans forcer ni jamais succomber, et puis exécuter sans prévenir ni notifier pour ne pas déranger, ni refroidir, surtout ne pas répugner à, mais faire frémir, sans chercher à deviner, et peu après amputer pour mieux pratiquer, et ne pas trop risquer, pour
continuer à bafouer, à défier, à braver et à jubiler d'offenser et faire en sorte d'empêcher de jaboter, critiquer, espionner, fomenter ou de tenter de fuir. Par ailleurs, livrer sans parler, ni connaître, ni plaire, ni déplaire, pour mieux en profiter et préférer ne jamais attendre, pour manier, pour baiser et déconsidérer, aimer faire languir, puis transporter, sans rien permettre et enjoindre de ne pas préserver, après quoi décider de déjeuner et regarder battre ou molester, puis fendre avant d'encorner, puis boire, et puis manger, digérer, éroter, relever, ajuster et redéshabiller, opérer de façon à placer ou remplacer, pour mieux foutre, sans manquer de réarmer, d'outiller, de prothéser, pour encastrer, embiéler, commercer, fonctionner, et ensuite accroupir et uriner pour boire, et laver, et rincer, et nager, et réchauffer, et progressivement régresser, fondre, fusionner, liquéfier, écouler, déborder, alors abonder et fortement décharger, et poursuivre sans vraiment chercher à atteindre, pour durer, puis retirer, prendre et avaler, mais jamais regretter et forcer jusqu'à écarteler, puis découper et encore exiger de faire débander, jusqu'à ne plus soutenir, ne plus retenir, alors beugler, et puis à nouveau foutre et frénétiquement brûler, cracher, creuser et bâtonner sans discontinuer, pour regrouper, entasser et faire bêler, puis atrocement compresser, entendre tout craquer et hurler et ne pas arrêter de gamahucher, et peu après tout recombiner, coucher, lever, pendre pour étrangler ou préparer pour ouvrir et imaginer faire avorter, puis décider de remembrer pour remécaniser, et ainsi efficacement tourmenter, fustiger, sans craindre puis ravir, tout réexaminer, enrager, vexer, ensanglanter, sans choisir cependant jouir d'encorder, de menacer et rire de voir tort.